Bonjour Charles, bonjour Gabriel. Oui, bonjour Stéphane. Est-ce que je fais un petit test? Est-ce que vous m'entendez bien? J'entends très très bien. Génial. Donc, on va commencer le webinaire dans 3 minutes. Donc, merci à tous ceux qui sont avec nous ce midi, dans cette belle journée ensoleillée. Bonjour Gabriel, Salut. ça va Salut bien? Gabriel. Oui, ça va bien. Mieux qu'hier, là. Le Ouais, petit virus s'en va tranquillement. ça va. Bon, ben, c'est parfait, excellent. Donc, comme je disais, là, on va commencer le webinaire dans 2 minutes. On a un sujet fort intéressant aujourd'hui, le marketing RH en 2024. Beaucoup d'inscriptions, beaucoup de gens intéressés. On va s'assurer de vous livrer du bon contenu. Vous allez pouvoir repartir avec des infos précieuses à pouvoir mettre en pratique également. Donc, pendant qu'on attend, ce que je vais faire, je vais vous mettre dans le chat le lien vers le prochain webinaire, un webinaire qui va avoir lieu le 20 juin prochain sur la reconnaissance des employés. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil. On va en parler dans quelques instants. Donc, merci pour votre patience. Reconnaissance employée, quand même important. C'est effectivement quand même important. Donc, parfait, super. Donc, j'en profite également pour vous mentionner que tout au long du webinaire d'aujourd'hui, vous allez pouvoir nous poser des questions via la section Q&A. On va recevoir, nous, comme panélistes, vos questions. On va s'assurer d'y répondre, soit en cours de route ou à la fin du webinaire aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à envoyer nous des questions. Suivant le webinaire, on va vous envoyer un courriel également qui va contenir l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui, qui va contenir un sondage. Donc, si vous avez 2, 3 minutes, nous laissez savoir ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal. On veut le savoir. Ça va nous permettre de nous améliorer pour la suite. Donc voilà, Marie-Lou, je voyais que tu avais une question. Tu peux nous l'envoyer là, dans la section Q&A à l'instant. On va y répondre. Donc, il est déjà midi, donc sans plus attendre, là, je pense qu'on va se lancer. On va laisser le reste des participants se joindre tranquillement. Je vous partage mon écran à l'instant. C'est parfait. On va mettre ça en diaporama et c'est parti. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Prochain webinaire, jeudi 20 juin, de midi à 13 heures. Le titre Reconnaissance et télétravail vers une culture d'entreprise connectée. Donc, on va traiter de l'importance de la reconnaissance des employés avec des chiffres à l'appui. On va parler de l'intégration de la technologie dans vos programmes de, finalement, là, de mobilisation et comment stimuler l'engagement à distance. Donc, le lien d'inscription et dans le chat, je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Maintenant, une petite parenthèse. On ne parlera pas de Folks très longtemps. On voulait simplement vous laisser savoir, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, que Folks aujourd'hui est présent un peu partout au Canada, donc 1200 clients. On gère au-delà de 125 000 dossiers d'employés. On a ficelé un financement de près de 5 millions de dollars avec BDC Capital, Desjardins Capital, ce qui nous amène à ajouter beaucoup de membres dans notre équipe de développement. On arrive avec des nouvelles fonctionnalités au grand bénéfice de nos clients et futurs clients. Donc, merci pour votre confiance. Pour ceux qui ne le savent pas, Folks a développé un système d'information ressources humaines. Donc, c'est un excellent point de départ pour gérer votre expérience employée, du recrutement en passant par l'évaluation de performance, en allant jusqu'à la gestion des départs. Donc, si vous gérez encore aujourd'hui la plupart de vos processus RH avec des processus manuels ou des fichiers Excel, ben, je vous invite à en apprendre davantage en venant consulter le site de Folks. Au niveau de l'agenda d'aujourd'hui, on va parler de l'anticipation des besoins des talents futurs, donc les récents diplômés universitaires, entre autres. On va parler des grandes tendances 2024 au Québec, à l'international, la connaissance des moments clés de l'expérience employée, en tout cas à tout ce qui touche la marque employeur. Puis enfin, on va vous parler de certains outils qui sont à votre portée pour vous aider dans votre recrutement.
Je suis très excité aujourd'hui parce qu'on a la chance d'avoir des intervenants de haute qualité. Je commence d'abord en vous présentant Charles. Charles, qui est un représentant en solutions RH chez Fox depuis plusieurs années, qui maîtrise à merveille le SIRH, mais également notre volet candidature, donc système de gestion de candidature. Il va d'ailleurs vous parler du système un petit 5-7 minutes en fin de rencontre avec les avantages également qui viennent avec ça. Donc, bienvenue Charles, merci d'être avec nous. Merci, Stéphane. Et on a Gabriel Tremblay. Gabriel, pour ceux qui ne le connaissent pas, directeur de l'innovation du côté de 724, qui est un partenaire de Fox. Gabriel a réalisé plus de 100 mandats de marque employeur, a géré 300 panels de discussion, fait au-delà de 75 conférences sur le sujet. Donc, c'est un sujet qui maîtrise à merveille. Merci d'être avec nous, Gabriel, aujourd'hui. Merci à tout le monde, là. Je vois 170 personnes d'être là, de prendre votre midi avec nous aujourd'hui. Absolument, oui. Merci à tous. En passant, l'enregistrement va vous être envoyé par la suite également. Donc, allons-y sans plus tarder. Donc, Gabriel, je vais te céder les droits pour partager ton écran, puis qu'on démarre là, au niveau de la marque employeur. Parfait, merci beaucoup, Stéphane. Je vous partage ça maintenant. À titre informatif, là, pour ceux qui n'étaient pas là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans la section Q&A. On va y répondre tout au fur et à mesure de la rencontre. On se garde du temps également en fin de rencontre. On va avoir terminé pour 1 heure. Soyez sans crainte. Et donc, n'hésitez pas. Sinon, on va faire 3 petits sondages aujourd'hui. Donc, tenez-vous prêts à répondre. On va avoir des statistiques intéressantes là, avec la quantité de personnes qui sont présentes ce midi. Donc, Gabriel, à toi la parole. C'est ce que tu disais, hein, Stéphane, un bon webinaire, c'est surtout un webinaire qui commence à l'heure, puis qui finit, qui dépasse pas le temps. Fait qu'on va essayer de respecter ça. Vous voyez bien mon écran? Oui, absolument. Excellent. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Pendant que je vais parler, si vous voyez d'un fois que là, j'ai les yeux qui montent, là, j'ai 2 écrans, fait que j'ai ma présentation, puis je vois mes collaborateurs ici. Donc, en gros, là, rapidement, là, juste pour vous faire un petit topo de 724 qui on est. On est une agence de marketing RH. On est situé à Sherbrooke, c'est notre siège social, c'est là où je me trouve présentement. On est aussi à Montréal, dans le Vieux-Port, puis on a un bureau satellite à Vancouver, donc on couvre vraiment le Canada d'est en ouest. On a beaucoup de clients, justement, au Québec, au Canada, mais aussi à l'international. Puis, tu sais, marketing RH, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accompagner des clients et dans la marque employeur, mais aussi dans tout ce qui va toucher l'expérience employée. Puis, tu sais, ce que vous devez retenir aujourd'hui là, dans ce qu'on va parler, c'est que la marque employeur, c'est rien sans l'expérience employée. Puis, l'expérience employée, c'est quoi? C'est les points où le candidat candidat potentiel, mais aussi l'employé, évidemment, dans son parcours de vie, tout ce qui va le toucher au niveau RH. Puis au niveau c'est ça, d'expérience employée. Puis quand on veut magnifier les RH, on parle aussi de marketing RH. Donc, comment marketer chaque point des ressources humaines pour s'assurer que dans notre plan d'action, ça soit concret pour eux, puis qu'on soit aussi attirant à l'externe. Donc, c'est ce qu'on fait, grosso modo. Puis, on parle aujourd'hui des tendances. Donc, les tendances 2024, pour connaître les tendances, il faut connaître le contexte. Parce que souvent, les tendances en marque employeur, en marketing RH vont changer ou se modifier en fonction de la situation démographique, même géopolitique. Ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Donc, on retourne là vraiment en arrière. On est en 2016. Année où c'est pas mal là, honnêtement, que les mots marque employeur sont venus sur beaucoup de lèvres de personnes au RH. Puis la raison, c'est qu'on s'est rendu à 60 000 postes vacants cette année-là. Donc ça, c'est 60 000 postes là, sur les différentes sections carrières là, qui étaient plus difficiles à être comblés. Puis quand on se lance en 2017, on se dit, oh, 90 000 postes vacants, OK, c'est difficile. Moi, je me souviens avec certains clients là, où on faisait la même campagne de recrutement, puis là, certains clients disaient,
j'ai encore autant de CV que l'année dernière. Il me semble on serait supposé de s'améliorer. Puis on disait justement, c'est important de comprendre le contexte, là. On a 30 000 postes vacants de plus au Québec. Donc, si tu as autant de CV, c'est quand même une bonne chose, là, parce que la plupart des organisations en ont moins. Donc, 2017, après ça, on s'en va en 2022. On a tombé là, au maximum là, des dernières années à 254 000 postes vacants. Ça a vraiment quadruplé en 2016 puis 2022, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'organisations qui s'arrachaient les cheveux sur la tête. Puis je suis certain que plusieurs d'entre vous, vous êtes arrachés aussi quelques cheveux parce que vous ne pas à un moment donné, si tu n'es pas capable de combler tes postes, ben là, la chaîne de production ou peu importe n'est pas capable de rouler. Puis ça a un impact et sur la motivation des équipes, puis aussi sur le côté client-service. Puis là, 2022, OK, 2023 arrive, là, on est en 2024. Il y a quand même des similitudes entre, disons, 2024 actuellement, le début, et la fin 2023. Ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui va se passer là, dans le tumulte dans lequel on est actuellement, on est en post-pandémie encore. Le coût de la vie augmente, continue d'augmenter de façon exorbitante. C'est encore pire, évidemment, en 2023. Les maudites guerres, hein, on est vraiment là-dedans, il y en a plusieurs. Puis ça a un impact aussi, même sur, ne serait-ce que sur notre santé mentale même. Là, puis on n'a pas à se plaindre, là, dans le sens qu'il y a beaucoup de pays où ça va moins bien, mais de savoir dans tout ce contexte-là, ça peut devenir parfois difficile même de se concentrer au travail. Il y a la polarisation des opinions aussi qui fait rage depuis ça un bon nombre d'années. Il y a les élections qui s'en viennent aux États-Unis, au Canada, fait que ça joue beaucoup pour bon nombre d'entreprises aussi. Puis il y a la disruption qu'amène l'intelligence artificielle. Donc, il y a même des gens qui se demandent, bon, est-ce que ça va avoir un impact sur les postes? Ça, c'est quelque chose vraiment à considérer. Là, il y a plusieurs statistiques qui sortent comme quoi quasiment 60% des postes d'ici 2030 pourraient ne plus exister ou être chamboulés. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, qu'est-ce que tout ce contexte-là a fait? Bien, ça fait ce que vous voyez devant vous. On est vraiment il y a eu plusieurs mises à pied, là, encore en 2024. Ce n'est que la pointe du iceberg pour, dépendamment de certains secteurs. On le sait, souvent, les États-Unis ce qui va se passer aux États-Unis, bien, ça va arriver au Canada dans les mois qui vont suivre. Donc, des mises à pied, foresterie, ça n'a pas été évident aussi dans la dernière année. On l'a entendu là, avec la crise des médias aussi, c'est pas nécessairement facile. Donc, beaucoup de coupures. Si on regarde le marché, grosso modo, ce qu'on remarque là, selon Indeed, c'est que, bon, évidemment, ça fait jaser dans les médias, là, mais en général, c'est pas tant qu'il y a beaucoup de coupures, mais on est un petit peu moins dans le recrutement. C'est ça un peu qui diminue. Donc, on ne va pas nécessairement licencier plein de personnes. Bon, je sais que là, je montre un exemple de beaucoup d'organisations qui le font, mais en général, sur la scène globale, on conserve nos gens, mais on est un petit peu plus frileux là, à recruter. Donc, tout ça, ce que ça l'amène, c'est qu'aujourd'hui, actuellement, on est approximativement autour de 175 000 postes vacants. Donc, c'est ça un petit peu le portrait. Où on s'en va en 2030, donc c'est demain 2030, ça risque de redégénérer. Ça pourrait même aller, selon certaines prédictions, jusqu'à 1,4 million de postes vacants. Plus sûr, vous dites, oh boy, OK, j'étais content, content. Je voyais le 175 000, je me disais que ça s'améliorait un petit peu. 1,4 million, ça fait peur. Là. Puis ça, c'est le chiffre le plus pessimiste, disons-le comme ça, mais 1,4 million, c'est le maximum de ce qu'on peut envisager. Si on est plus réaliste, on serait autour quand même de 600 000, voire même 700 000 postes vacants. Et là, on parle de postes vacants au Québec, potentiellement, pour 2030? Exactement. Donc, on est 5,5-ish millions de travailleurs. Là. Fait que c'est beaucoup. C'est vraiment assez énorme. Là. Et on parle de quel type de poste? C'est-tu du temps plein, temps partiel? Dans quel secteur? Principalement du temps plein. On va être dans beaucoup. C'est sûr que des postes col bleu vont être plus difficiles aussi à combler, pas spécialisés. Ouais, on est vraiment là-dedans. Puis là, la question souvent que les gens, que mon père me pose tout le temps, c'est que, parce que c'était pas le cas avant, hein, de la pénurie de main-d'œuvre, c'est mais ils sont partis où, les gens? Ils sont partis où? Je comprends pas. Il y a des condos qui se bâtissent partout.
il y a la pénurie du logement. On dirait que c'est rempli de gens. Les services ont de la difficulté parce qu'on dirait qu'il y a de la demande partout, partout. Ben, c'est super facile à calculer. On a juste à aller sur le site de Statistique Canada, puis en regardant la tranche d'âge des 5 à 19 ans, on prend le nombre de personnes dans les 5 à 19 ans, là, le côté droit de la colonne. Puis si on prend les 55 à 69 ans, donc les gens qui ont quitté ou qui vont éventuellement quitter le marché du travail, donc si on fait les personnes les plus âgées moins la génération un petit peu plus jeune, juste ici, on a un manque à gagner d'à peu près 400 000 postes. Donc si on ajoute ces 400 000-là aux 175 000 actuellement, ben, c'est là qu'on va aller chercher pratiquement notre 600 000. Puis, à part de ça, sont où les autres? Pourquoi est-ce qu'on va jusqu'à parler d'1,4 million? En fait, il y en a beaucoup qui sont dans les TI. Puis les TI, entre autres, là, c'est pas juste ça, mais il y en a 262 000 actuellement. Ça, c'est selon une enquête du Devoir. 262 000 TI actuellement au Québec. Puis là-dedans, il y en a plus de 50 qui sont hors de leur secteur d'activité. Donc, ça veut dire que, je ne sais pas, quelqu'un pourrait travailler dans le domaine à la base hospitalier, puis travaille finalement dans les TI. Puis ça, comme je dis, c'est entre autres. Il y en a beaucoup que ça va être mon exemple. Je suis quelqu'un qui étudie en enseignement. J'ai enseigné pendant 3 ans. Je suis retourné faire un bac en communication. Donc, techniquement, si ce n'était pas que jadis, il n'y avait pas de pénurie de main-d'œuvre, puis que j'attendais toujours d'avoir un poste, je serais sûrement enseignant en ce moment. Donc, ça l'a fait mal aussi au système. Pourtant, c'était des données démographiques qu'on savait. On savait qu'éventuellement, on allait manquer de main-d'œuvre, mais on n'a pas été capable de s'adapter. Puis, une autre des raisons aussi de la pénurie de main-d'œuvre, puis de pourquoi les 600 000 pourraient devenir 1 million, 1,4 million, il y a l'automatisation. On veut automatiser, on veut robotiser pour justement pallier la pénurie de main-d'œuvre, mais toute cette robotisation-là, ce que ça fait, c'est que ça demande de la main-d'œuvre pour robotiser, justement. Donc, on va perdre ces personnes-là qui vont justement s'assurer d'améliorer notre sort dans les années à venir. Il y a la concurrence internationale qui est importante. Donc, je peux, moi, habiter sur le plateau, mais travailler pour Meta, ce qui accentue la pénurie de main-d'œuvre au Québec, même si j'habite ici. Puis, il y a aussi les nouvelles jobs. Donc, je parlais de moi qui a fait un retour aux études. Il y a beaucoup de gens qui ont des emplois qui n'existaient pas il y a 5-10 ans. Stéphane le mentionnait, mon rôle, c'est le directeur de l'innovation en marketing RH. Il n'y en avait pas il y a 10 ans, puis je pense qu'il n'y en a même pas, en fait, aujourd'hui. Je pense que c'est le seul poste qui s'appelle comme ça au Québec, peut-être. Là. Vous pourrez me challenger si je me trompe, mais il y a beaucoup de postes comme ça qui ont comme été un peu créés en fonction de besoins différents. Mais ça aussi, ça a un impact parce que c'est toutes des personnes qui, techniquement, devraient faire autre chose dépendamment de leur formation. Ces chiffres-là, par contre, ne prennent pas en considération l'intelligence artificielle. Puis, ce que je disais, c'est que l'intelligence artificielle pourrait chambouler pratiquement 60% des postes. On en entend quand même parler assez régulièrement. C'est nouveau, hein? Tu sais, même si on voit plein de conférences puis plein de personnes dans les médias qui en parlent, ça reste relativement nouveau, même que les personnes qui travaillent dans le AI ne savent pas non plus cette bébite-là peut devenir quoi dans les prochaines années. Ce ne sont que des prédictions. Donc, si on parle, je vais en parler un petit peu plus tard, mais de rédiger une offre d'emploi, là. Avant, là, ça pouvait être long, de rédiger une offre d'emploi. Aujourd'hui, on peut le faire en 3 minutes. Là. En réalité, on peut le faire en 30 secondes. Donc, c'est ça qui va faire qu'il va y avoir beaucoup de transformations. Puis j'ai hâte de voir avec quoi vraiment la réalité. On va-tu vraiment atteindre le 600 000? C'est à suivre pour ça. Évidemment, ce que ça fait tout ça, c'est que le rapport de force a changé. Ça, je ne vous apprends rien en vous disant qu'avant, c'était l'employeur qui disait pourquoi pourquoi est-ce que je devrais t'engager? Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est pourquoi est-ce que je devrais venir travailler pour toi? Fait que ça fait une énorme différence sur le rapport de force. Puis on sent même qu'il se modifie un petit peu quand même actuellement, juste avec le 175 000 postes vacants. Là, et il y a une petite différence. On sent que le rapport de force, c'est encore ça. Mais on sent que ça pourrait glisser quand même assez rapidement si on tombait, je ne sais pas moi, à 100 000 postes vacants éventuellement. J'ai une petite question du public Ouais. pour toi, Gabriel. C'est intéressant. C'est en lien avec. En fait, la question, c'est en principe, la robotisation et l'intelligence artificielle ne devraient pas aider en ayant moins besoin d'humains
dans certains postes. Fait que, tu sais, comme tu le disais, oui, tu sais, l'IA, la robotisation, ça va attirer un pool d'employés, justement, pour gérer ces technologies-là. Mais au final, dans ton 1,2 million, est-ce que, justement, ça tient compte de l'IA? Ça va être quoi l'impact? C'est ça, c'est l'impact qui est encore à déterminer. La seule chose, c'est que oui, je pense que la robotisation a comme but d'aider, ça c'est clair. L'IA va aider. Je pense qu'il ne faut pas avoir comme peur de l'IA, mais il faut faire attention quand même parce que même, oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre qui est assez généralisée dans les pays occidentaux, là. Canada, États-Unis, l'Occident, l'Europe de l'Ouest. Mais sinon, il y a beaucoup d'endroits sur la Terre où il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre. Puis même c'est le contraire, c'est pratiquement impossible d'avoir un emploi. Donc, l'IA, il faut faire attention. Ça se pourrait, là, je vois une vision très dystopique, là, mais où on ne veut pas aller, là, c'est à un moment donné, c'est ça, c'est que l'IA puisse pratiquement faire tout. Donc, clairement, ça peut aider. Ça va aider, je pense. Mais ça va être dans l'horizon de dans 15 ans. Là. Est-ce que là, ça va être rendu que le rapport de force va être complètement changé? Je vous donne un exemple. On est finalement, le taux de chômage grimpe à 15 puis finalement, tout ce qui est rédaction, tout ce qui est communication, tout ce qui est journalistes, même des scénaristes pour des séries de films, tous les systèmes automatisés vont être avec l'IA. C'est ça. C'est difficile de faire une prédiction, mais une chose est sûre, le mot disruptif n'est pas à prendre à la légère. C'est clairement le mot parce que ça va changer beaucoup partout et sur le marché du travail. Ça va être un facteur atténuant, en tout cas, ça, c'est certain. Fait que, ben, excellent. On te laisse continuer avec le rapport de force. Oui, merci pour la question. Donc, on a fait une étude, nous, on a envoyé un sondage à 10 000 étudiants là, de la relève. Le but, c'était pendant qu'ils étaient aux études, de pouvoir anticiper justement quand ils allaient arriver sur le marché du travail, qu'est-ce qu'on doit idéalement leur offrir comme employeur. Il y a des résultats qui sont quand même intéressants, qui sont ressortis de ça. On leur avait demandé qu'est-ce qui compte en fait pour vous quand c'est le temps d'aller vous trouver, vous dénicher un nouvel emploi, là, au niveau de vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous? Puis les résultats, ben, on leur offrait, par exemple, la réputation de l'entreprise, la mission de l'entreprise, les relations avec mes collègues, la prépondérance de l'innovation dans l'entreprise, stabilité, flexibilité, leadership, le fait de travailler dans un domaine dans lequel j'ai étudié. Puis, les résultats sont étonnants jusqu'à certains égards. Là. Je vous les partage, le top 3. Avant de les partager, vas-y. évidemment, là, j'ai lancé la question au public. Donc, on est en train de ramasser les réponses. Donc, selon vous, parmi cette liste, qu'est-ce qui compte le plus pour les finissants universitaires concernant leur futur employeur? Donc, c'est un choix unique. Donc, relations saines, avantages sociaux, reconnaissance, flexibilité ou réputation de l'entreprise. Donc, je laisse encore 5 secondes, puis on va fermer le tout, partager les résultats, voir si ça correspond à ce que les finissants ont dit. Donc, je Ça laisse dit quoi en ce encore. moment? Est-ce qu'on peut le voir? On ne peut pas le voir. Moi, je le vois. Vous le voyez C'est quoi? pas. Je ne veux pas influencer les choix du public. Je laisse 2 secondes, je ferme ça. Donc, 1, 2, parfait. Donc, en tant que tel, au niveau des résultats, on a vraiment de façon démarquée à 61 la flexibilité. OK? C'est vraiment ce qui en ressort. Puis après ça, ben, on est le plus faible qui est ressorti, c'est les avantages sociaux à 4 Donc, puis relations saines, reconnaissance, réputation d'entreprise, c'est à peu près ex aequo là, à 10 Parfait. Ben, vous allez tomber un petit peu en bas de votre chaise. Les résultats sont intéressants. C'est le moins qu'on puisse dire. Là. Le troisième, ce sont les relations saines. Donc, relations saines, qu'est-ce qu'on entend là, par ça? C'est les étudiants là, veulent vraiment discuter, amener leurs idées à tous les niveaux, être entendus. Ils sont pas obligés d'avoir tout ce qu'ils proposent, là, mais ils veulent au moins être entendus, puis ils veulent pas sentir la hiérarchie. Donc, on veut pas que ça soit juste un environnement de travail courtois. Courtois souvent, on va avoir des environnements de travail courtois, puis on pense que c'est bon. Là. On veut vraiment sentir qu'on peut parler, on n'a pas peur
d'avoir à dire des choses. Fait que ça, c'est le troisième. Le deuxième, c'est la reconnaissance. Ça, pas une grande surprise, là, mais ça dépend aussi du type de reconnaissance. Fait que, les étudiants veulent de la reconnaissance sous plusieurs formes. Mot du gestionnaire, formation pour évoluer, puis aussi des bonus, parce que la reconnaissance, ça peut être aussi salariale. Fait que ça, c'est un point quand même important. Et le numéro un, que vous n'avez pas eu, c'est l'avantage, à part le 4 là, il y en a qui l'ont eu, c'est avantages sociaux. Fait que ça, on était surpris de voir ça. Les étudiants veulent des conditions de travail et des avantages sociaux complets et adaptés. Fait que, autant que le numéro 3, relations saines, ça fait totalement du sens. En fait, ils font tous du sens, mais le numéro 3, c'est de la façon aussi que depuis 20-25 ans, on élève nos enfants. C'est où que tu veux aller en vacances, quel camp de jour tu aimerais faire, est-ce que tu aimerais manger telle sorte de nourriture ou telle sorte de nourriture pour souper. Fait qu'ils sont habitués de contribuer aux décisions de la famille, ce qui n'était pas toujours le cas il y a 50, 60 ans. Fait que ça fait grandement du sens. Au niveau des avantages sociaux, c'est comme si, ben, avec le coût de la vie et avec tout ce qui augmente, on veut s'assurer là, de quand on a un travail, là, ben, qu'on est en bon français backé. Là. On a quelque chose de solide où ensuite on peut s'émanciper. Fait que c'est pas nécessairement la chose qui va faire qu'on est engagé dans notre travail, mais c'est à tout le moins quelque chose qui va faire que, OK, ouais, ça, là, je le considère vraiment quand je sais que toute l'enveloppe qui est intéressante dans mon nouvel emploi. Un petit point avant que tu partages ta prochaine slide, Gabriel. Puis tu sais, on a eu un peu la même réaction. J'étais un peu comme le public en pensant que la flexibilité, c'était ce qui était le plus important. Puis tu as amené des bons commentaires autour de ça. Je suis convaincu que tu vas en parler très bientôt. Au niveau des avantages sociaux, est-ce que tu veux que je lance le sondage dès maintenant? À savoir, bon, ben Ouais, maintenant, vas-y. ils veulent les avantages sociaux. C'est quoi les avantages sociaux qu'ils veulent, les finissants? Puis, il faut savoir quand même que vous avez fait l'étude auprès de 10 000 étudiants en 2022, là, fait que c'est des données assez probantes. Fait qu'on va y aller avec le sondage au niveau des avantages sociaux. Donc, ça, c'est les gens qui aujourd'hui là, finissent, là, qui viennent de terminer, fait qu'ils sont prêts Commence. à C'est ça. travailler. Donc, au niveau des Puis, avantages sociaux, ben, c'est parmi les choix de réponse ci-dessous, lequel représente le top 3 des avantages sociaux les plus populaires auprès des finissants universitaires. Donc, au niveau des options, ben, le premier, c'est couverture pour les médicaments, couverture pour la santé mentale, formation continue. Ensuite, on a les activités de groupe, donc 5 à 7, club social, etc. Assurance vie et télémédecine. Puis enfin, on a plan d'achat d'actions, couverture pour les soins de la vue et régime de retraite à prestations déterminées. Donc, puis oui, tu sais, Stéphane, quand tu parlais de flexibilité, là, qui était le numéro un parmi les personnes qui nous écoutent actuellement, là, c'est que c'est pas que flexibilité, c'est pas important, c'est que flexibilité, c'est rendu un acquis. hum, Donc, c'est même plus une question de. Tu sais, je me souviens, au début de la pandémie, là, sur Indeed, il y avait mis l'option, tu avais en bleu très gras, là, qui était marqué télétravail. Tu sais, ça faisait que tu peux classer juste les emplois en télétravail. Aujourd'hui, c'est juste un acquis. On s'attend à ce que l'employeur soit flexible. Donc, c'est même pas j'aimerais avoir un employeur flexible. C'est quasiment tous les employeurs sont flexibles, selon moi, ou devraient l'être. j'ai une bonne question pendant qu'on termine le sondage. Les étudiants sondés étaient issus de quel domaine professionnel? Je pense que vous aviez envoyé ça dans beaucoup de Ouais, départements, hein, de ouais, campus. exact. C'était vraiment généralisé. C'était dans les infolettes d'université. Donc, si je retourne ici, là, on avait HEC, McGill, Université de Sherbrooke, Université Laval, UQAM. Donc, c'était quand même assez varié, là. On avait autant de l'éducation, ingénierie, santé, business. Ouais. Super, parfait. Bon, ben, je vais fermer le sondage. En fait, en termes de résultats, ce qui est sorti au numéro 1, c'est couverture pour les médicaments, couverture pour la santé mentale, formation continue. Et ça, c'est 51 de l'audience aujourd'hui. Et après ça, on était avec les activités de groupe, assurance vie, télémédecine à 27 puis finalement 21 pour plan d'achat d'actions, régime de retraite à prestations déterminées, couverture pour les soins de la vue. OK, parfait. Puis, ça, c'est juste un petit. C'est important d'avoir des vidéos de chat là, dans nos présentations. Ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu dans les attentes des nouvelles générations concernant
les bonis, là, les bonus, là, je ne sais jamais comment le dire au pluriel, mais par rapport à la reconnaissance. Fait qu'on veut une reconnaissance, oui, par la formation, mais aussi par l'argent qu'on va aller chercher. Donc, je vous partage cette petite vidéo magnifique. Donc, rien à ajouter. On est maintenant avec les résultats du sondage. Donc, les avantages sociaux, on la cote auprès des finissants. Numéro 1, couverture pour les médicaments. Après ça, couverture pour les soins de la vue, couverture pour la santé mentale, montant annuel pour la formation continue. Donc, ça, c'est tous ceux qui sont en haut, là, mis en évidence, entre 85 couverture pour les spécialistes, assurance salaire, stationnement gratuit inclus. Donc, ça aussi, on avait une certaine surprise. On aurait pensé, vous voyez, là, à 76 il y a les activités de groupe, le streaming payé à la fin, là, Netflix, service de message de ménage à domicile. C'est là où on peut penser que parfois, en marque employeur, c'est le genre d'incitatifs qui peuvent être intéressants, puis c'est vrai que ça l'est. Mais en gros, ce que les finissants nous disent, c'est je veux une belle enveloppe là, d'avantages sociaux, puis après, je vais y aller au 4 à 7. Mais avant, là, je veux m'assurer d'avoir vraiment l'enveloppe qui va maximiser mon retour à moi pour que je puisse espérer dans 10 ans m'acheter une maison à 650 000 puis ça, c'est pas nécessairement à Montréal, là, ça dépend où on est, là, mais même dans les régions, ça a énormément augmenté. Moi, j'étais à Sherbrooke, ça a augmenté, je pense, de 27 Bref, fait que c'est là où ça vient vraiment jouer. À l'intérieur de quel délai, ça c'est une autre question qu'on posait, à l'intérieur de quel délai les finissants s'attendent-ils à avoir une réponse suite au dépôt de leur candidature? Donc, on a 89 qui s'attendent à l'avoir en moins d'une semaine. Donc, ça, c'est important. On va parler là, des ambassadeurs, là, mais d'avoir des employés qui sont ambassadeurs. Mais si vous ne voulez pas vous mettre à dos quelqu'un, au moins avoir un message pour lui dire que la candidature n'est pas retenue. Puis ici, c'est d'avoir juste d'être créatif un petit peu, là, de ne pas utiliser le copier-coller de ce qu'on pourrait voir normalement. Là. Fait qu'essayer d'y aller de façon un petit peu plus humaine pour vous assurer de répondre à la demande des finissants. Je vais accélérer un petit peu là, dans les statistiques, là, mais quelle est la fréquence des augmentations salariales attendues par les finissants? On a plus de la moitié que c'est aux années, donc ce qui est souvent le cas dans les organisations. Mais il y en a beaucoup quand même, là, on a un 14 qui c'est 6 mois, on a un 15 qui disent que ça dépend des résultats de l'entreprise. Puis aussi le côté, si je me démarque, ça devrait arriver rapidement. Fait qu'il y a le côté assez malléable. Là. Cela dépend des résultats. Si moi, je me démarque, je m'attends à avoir quelque chose. Donc, on n'est plus dans la rétroaction annuelle. Là. On est vraiment dans le côté, on a quasiment des attentes à ce qu'on soit reconnu rapidement si on sent qu'on met les bouchées doubles et qu'on apporte des résultats à l'organisation. Après ça, quels seront les éléments décisifs dans le choix d'un employeur à la fin du parcours académique? Donc, tantôt, on était plus du côté valeur, reconnaissance, relations saines. Ici, là, c'est comme là, à la fin, si j'ai le choix entre deux, là, ça va être quoi qu'est-ce qui va m'attirer le plus? Le salaire généreux qui ressort comme étant important. Puis ça, c'est une tendance qu'on remarque depuis 2 ans. C'est encore le cas aujourd'hui. Là. Fait que c'est pas le salaire, encore une fois, comme les avantages sociaux qui va faire qu'on va rester dans une organisation, mais c'est souvent ça qui va faire qu'on va aller dans une organisation. Le manque de bonheur au travail va être souvent dû à la relation avec les collègues, la flexibilité, justement, le bien-être général au travail. Mais ça va être des aspects qui vont faire, comme le salaire, qui va faire qu'on va accepter, puis peut-être qu'on va rester, mais on ne sera peut-être pas plus mobilisé nécessairement. Ce qui est important aussi de savoir, on parlait du coût de la vie, les employeurs prévoient une augmentation de la structure salariale de 3,7 en 2024. Donc, une augmentation des salaires de 3,7 Puis, en ce moment, l'indice de prix à consommation, là, ça a augmenté en 2022 de 6,8 3,9 en 2023, puis les prédictions en 2024, c'est 3,2 Fait qu'ici, s'il y a des employés qui n'ont pas été assez augmentés là, dans les 2 dernières années, là, avec le coût de la vie qui a augmenté énormément, là, c'est cette année là, qu'attendent les employeurs dans le détour. Là. Ils sont comme OK, là, c'est le temps de réclamer à go là, parce que je veux une enveloppe intéressante.
Euh, Rapidement, d'autres données exclusives. Donc là, on parlait des nouvelles générations. Là, on est vraiment dans les 4 générations. C'est la première fois que 4 générations d'humains, de travailleurs se côtoient au travail. Donc, nous, on a fondé plus d'1 million d'employés. Puis ce qu'on a regardé dernièrement, c'est est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans les résultats? Est-ce qu'il y a des choses qui ont monté plus que d'autres? Donc, si on est dans le manufacturier, dans le public, bancaire, commerce de détail, ingénierie, etc., on sont tous les grands employeurs là, au Canada et à l'international, fait que ça change beaucoup. Mais ici, on est davantage au Canada, Québec aussi. C'est la réputation qui monte vraiment. La réputation a un impact plus grande qu'elle avait jadis. Fait que, je veux travailler, ça, c'est des verbatims là, qu'on a vus dans nos sondages puis dans nos groupes de discussion. Je veux travailler au sein d'une organisation qui est reconnue pour être un excellent employeur, qui est aimé sur le marché, surtout qui livre ses promesses à ses employés. Donc, les actions à privilégier pour être bon là-dedans, c'est de développer une marque employeur qui est vraie, qui est authentique, mais aussi de faire de nos employés des ambassadeurs parce que c'est eux qui vont propager cette notoriété-là, cette réputation-là qu'on a comme employeur, puis même comme entreprise de services ou de produits. Ici, ce qu'on dit là, avec la notoriété, c'est que toute audience confondue, la notoriété positive. Donc, ça, on est allé sonder. Donc, non seulement ça a augmenté, mais on est numéro 1. C'est numéro 1 pour ce qui incite les gens à consommer, à référer, puis à postuler chez vous. Donc, si on fait juste la compréhension là, de c'est quoi de la notoriété, puis comment ça peut nous aider. Numéro 1, ben, ça influence les choix. Là. Votre notoriété positive ou négative va influencer les choix de vos clients, va influencer les choix de vos fournisseurs, va influencer les choix de vos candidats, de vos employés et même de vos actionnaires puis investisseurs. Donc, ça, phrase importante, c'est en faisant la promotion de votre culture au marché en tant qu'organisation et employeur, donc ça, les deux sont importants, que vous influencez les choix qui sont faits par vos acteurs et collaborateurs les plus précieux. Donc, cette culture est votre élément le plus malléable en votre faveur, celui qui vous mettra tout en haut de la liste. Moi, j'ai une intervention à faire là-dessus, en fait, puis tu donnais un super bon exemple qu'on en parlait la semaine dernière. Dans ta vie personnelle, bon, tu es en train de faire des rénovations présentement, un Oui. agrandissement à ta propriété, puis tu traitais avec différents contracteurs, puis là, tu nous mentionnais qu'est-ce qui avait fait pencher la balance vers un des choix de contracteurs, puis je serais curieux que tu partages ça au public. Ben oui, c'est ça, on est dans un agrandissement. On a eu un 3e enfant. Donc, j'ai un enfant de 6 mois, de 2 ans et de 5 ans. Puis on s'est dit, bon, il faut agrandir. Parce que déménager, c'est ça. On parlait du coût de la vie. Donc, on décide d'agrandir. Puis là, ben, on se demande justement avec quel contracteur qu'on va faire affaire. Puis en regardant les réseaux sociaux, Instagram et tout ça, on réalise qu'un des contracteurs, on peut voir l'expérience employée qui est communiquée sur leurs médias sociaux. Donc, le party d'Halloween, puis on voit qu'il y avait vraiment une belle ambiance dans l'organisation. C'est là où on a eu le constat de se dire, hey, moi, là, j'ai pas le goût que sur un chantier de 2-3 mois, je vois toujours des visages différents, qu'il y a un gros taux de roulement parce que les gens sont pas contents, parce qu'on le sait, là, les taux de roulement dans le domaine de la construction peuvent être quand même assez grands. Puis on avait entendu aussi des expériences d'amis qui se disaient, c'est jamais le même gars qui vient sur le chantier. Il ne sait pas c'est quoi le travail qu'il doit faire. Fait qu'on s'est dit, ça reste pas certain, rien n'est certain, mais si on voit qu'il y a une belle atmosphère dans l'organisation, il y a des bonnes chances que les employés restent. Puis au final, c'est nous qui allons en bénéficier parce qu'ils ne perdent pas le savoir organisationnel, leur expertise de notre projet. Ils vont le connaître tout au long du projet. Fait que oui, il n'y aura jamais un client qui va être fâché de vous voir promouvoir votre culture. Ça, c'est clair. Fait que, ouais, c'est un bon exemple. Puis, tu sais, c'est la même chose. Là, si on y va avec l'influence que la notoriété a sur les choix, tu as le choix entre un Coke ou un soda qui est sans nom. Souvent, tu vas prendre le Coke parce que tu sais que ça va, du moins, si tu veux une surprise, peut-être que tu vas y aller avec une entreprise que tu connais moins, mais si tu veux être sûr du choix que tu vas faire, tu vas y aller avec le Coke, mais c'est la même chose du niveau employeur. Donc, si j'ai 2 affichages de poste, j'ai Poste Canada puis j'ai Bouffe Express, je vais aller normalement chez Poste Canada parce que je le sais, on parlait d'avantages sociaux tantôt, je le sais que je vais avoir normalement, que je devrais avoir un
une enveloppe d'avantages sociaux qui va être plus intéressante pour moi. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que ça va être ça. Parce que c'est là que vous avez, vous, là, à la maison, votre pouvoir de communiquer votre culture. Là, vous dites, mais comment je peux me battre contre un Post Canada? Comment je peux me battre contre un Coke? Comment vous pouvez vous battre, vous, comme des compétiteurs qui sont de grosses entreprises? Ça peut même être un petit peu plus facile quand on est une petite organisation. On a moins d'argent, c'est clair, mais on peut plus facilement transformer qui on est, comment on s'affiche comme employeur grâce à nos employés. Donc, la notoriété, je vous le rappelle, c'est le fait d'être connu avantageusement au sein d'une population. Ça peut être négativement aussi, là, mais on veut évidemment avantageusement. La culture, c'est l'ensemble des valeurs, des normes, des habitudes et des croyances qu'on partage et un ressenti commun. Puis là, c'est là où que vous devez, à la maison, dans votre organisation, utiliser la culture en notoriété. Donc, mettre de l'avant les valeurs, les normes, les habitudes et croyances de l'organisation sous forme de vidéos, photos, témoignages, publications pour créer de l'attractivité et donner envie de faire affaire avec elle. Puis là, on n'est pas dans les vidéos à 500 000 là. On est téléphone, avec les TikTok, Instagram. On peut le faire de façon super authentique, à petit budget, puis ça fonctionne très bien. Votre réputation et votre notoriété vous donnent une marge d'erreur additionnelle. Plus vous les travaillez, les entretenez, les communiquez, plus les employés sont loyaux et prêts à s'investir. Ils assument en retirer plus pour eux. Donc, c'est là où vos employés deviennent vos ambassadeurs. C'est ils, elles, là, qui vont mousser qui vous êtes à l'externe, puis qui va faire qu'ils vont venir travailler. Un candidat va aller chez Bouffe Express parce qu'il a entendu autour du feu à quel point c'était le meilleur employeur versus lire les avantages sociaux de Post Canada. Donc, c'est là où que vous avez un pouvoir avec vos employés. Puis pourquoi c'est plus facile aujourd'hui d'avoir des ambassadeurs employés? C'est que les gens interagissent avec les gens. Les algorithmes, donc LinkedIn, Facebook, etc., priorisent les publications de gens. Puis les gens croient les gens. Donc, on va plus croire son ami autour du feu qu'un affichage de Post Canada encore, qui dit que c'est le fun de travailler. Là. Puis, quand on parle d'ambassadeurs, influenceurs, là, on ne parle pas d'eux. Là. Quand on parle de c'est qui vos ambassadeurs puis qui vos influenceurs, on parle de Sylvie, on parle de tous ceux et celles qui travaillent pour vous. Puis, je donne l'exemple ici d'Amazon, mais Amazon, on doit avoir un très, très gros portefeuille. Ils ont beau dire, venez travailler ici, c'est fantastique. Si sur Indeed, il y a un indice de bonheur au travail de 52 % que les employés ont donné, ils ont 3,4 étoiles sur 5, ça fait une différence. Donc, les plateformes sont là pour les gens, plus que pour les entreprises. Donc, vous avez un pouvoir en demandant à vos gens d'aller mettre une note. Vous pouvez augmenter votre notoriété grâce à votre culture. Mais il faut que vous soyez un bon employeur pour faire ça, pour avoir des bons résultats. Un exemple ici de Barrette Structural, un client avec qui on a travaillé beaucoup pour le lancement de sa marque employeur. Eux, là, ils se sont revirés, ont fait un virage à 180 degrés sur leur marque employeur. Donc, au début, il n'y avait pas de marque employeur, on l'a créé avec eux. Puis depuis ce temps, je vous invite à voir leur LinkedIn. Ce n'est que des publications, puis LinkedIn, Facebook, ce ne sont que des publications sur l'expérience employée. Ça fait une énorme différence. On sent que ça fait une différence pour eux. Puis juste avec un plan de contenu de qu'est-ce qu'on pourrait dire sur LinkedIn, ça te force à faire des actions aussi pour tes employés. Fait que ça, c'est un employeur que je considère comme être vraiment un bel exemple de comment on peut se revirer là, puis devenir un employeur de choix en faisant la promotion de nos ambassadeurs, puis eux ensuite partagent, évidemment. On va terminer, il reste, ça va me prendre 4-5 minutes là, avec 4 tendances en vrac de ce qu'on voit en ce moment sur le marché en marketing RH et au Québec et à l'international. Le côté ambassadeur dont je parlais, là, ça, c'est ce qu'on voit le plus actuellement à l'international. L'international va être beaucoup sur l'externe au lieu de l'interne. Ça, c'est je pense, un défaut de beaucoup d'organisations, donc le paraître versus le être. Mais s'il y a quelque chose qu'ils ont compris à l'international, c'est qu'ils utilisent leurs employés pour promouvoir l'entreprise. Ça, ils l'ont compris, là, ce sont des rois, des reines là-dedans. Là, donc, faites-le vous aussi. 4 tendances en vrac pour conclure. La première, télétravail. On le voit là aussi dans l'actualité. Il y en a qui sont
Ça a commencé, ça, il y a 2 ans, là, fait que c'est pas nouveau en 2024. La seule différence, c'est que aujourd'hui, disons, il y a plus de questions là, qui commencent à se poser parce qu'en 2022, c'était comme, mais non, télétravail, c'est la façon de faire. Puis il y en a qui disent, ah, là, finalement, on réalise que ça peut être bon aussi d'aller au bureau à l'occasion. Je pense que les deux sont bons. La chose que vous devez vous dire, c'est est-ce que je fais le mieux que je peux pour inciter les gens à venir au travail? Donc, est-ce qu'il y a des choses que je peux magnifier dans mes bureaux pour que les employés aient le goût de venir? Ce qui se passe aussi, malheureusement, dans beaucoup d'organisations, c'est qu'on va mettre le télétravail, la présence au bureau optionnelle. Mais là, tu as une personne qui va dire, bon, OK, aujourd'hui, je vais faire un effort, je vais aller au bureau là, le mercredi, là, puis il arrive qu'il n'y a personne. Fait que là, ben, qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là ne revient plus. Ce qu'on a fait chez 724, je partage une publication, le LinkedIn, qu'on a faite la semaine dernière, mais je vous lis le texte, là, en fait. Chez nous, le présentiel, c'est le mardi. Ce n'est pas obligatoire, mais en instaurant cette règle non écrite, on s'assure au moins que la personne qui veut voir ses collègues n'arrive pas dans une salle vide et qu'elle ne revienne plus car elle se dit « Pourquoi j'irai au bureau? Il n'y a personne. » Parce que c'est souvent ce que ça fait un peu partout. On l'entend souvent dans les groupes de discussion qu'on anime. Donc, voilà notre solution full super simple qui fonctionne full super bien. Fait que les gens viennent le mardi. Mais s'ils ne viennent pas le mardi, c'est correct aussi. Mais s'ils veulent voir des gens, s'ils veulent travailler en équipe avec des gens, c'est le mardi. Fait que ça, c'est vraiment une tendance qu'on voit beaucoup et celle qu'on appelle, nous, ici, du power pairing. Donc, tu vas au bureau, là, assure-toi au moins d'avoir un projet avec quelqu'un avec qui tu vas travailler pour que ça te donne une raison, justement, d'y aller au bureau. Ça me fait rire, vous donniez des plantes. Évidemment, les plantes, il faut les arroser, s'en occuper. Fait qu'il Ouais. y a peut-être qui aimait ça avoir des cactus au lieu des plantes là, pour ne pas y aller Je trop sais pas souvent. si on voit, là, mais j'ai la mienne, puis il est marqué ici « My next victim », OK? Parce que les plantes meurent facilement avec moi, donc voilà. Euh, donc ça, c'est le télétravail. Après ça, la deuxième tendance, qui est selon moi la plus importante de tout ce que vous allez avoir entendu aujourd'hui, c'est d'avoir des indicateurs de performance pour voir si ce qu'on fait, ça a un impact. Puis, qu'est-ce qu'on fait pour ça? On commence avec un sondage. On va parler à nos gens. Sondage et ou groupe de discussion. On crée notre marque employeur, si ce n'est pas déjà fait. On se fait un plan en fonction des résultats du sondage. Ça va moins bien, on se fait un plan pour améliorer ça. Ça va bien, on se fait un plan pour garder ça. Donc, ça, c'est un calendrier là, pendant l'année, on s'assure qu'on s'améliore dans tous les points du sondage, des résultats du sondage. Qu'est-ce qu'on fait après? On fait un sondage de progression. Donc, ça, nous, là, avec nos clients, c'est ce qu'on fait. On leur dit, dans 1 an, dans 6 mois, dans 1 an et demi, 18 mois, vous devez faire un sondage de progression. Puis là, après ça, on s'ajuste. Si on voit que finalement, vos actions que vous avez faites, c'est comme ça, on se réajuste. Fait que c'est super important. Vous devez vraiment vous souvenir de ça, là, parce que dans le fond, ça sert à quoi une marque employeur? Vous devez faire un sondage, puis après ça, vous devez en refaire un. Puis là, vous êtes capable de dire ça sert à ça. C'est pas la marque employeur qui va améliorer, c'est les actions qui découlent de la marque employeur. C'est le plan RH, MRH dans ce cas-ci, de marketing RH. Rapidement, il me reste 2. Espace de bureau, ça, c'est aussi, ça a un lien avec le télétravail, là, mais ce qu'on voit, c'est qu'on veut placer le bien-être des employés au cœur des environnements de travail. Il y a la biophilie, on parlait des plantes. Fait qu'une tendance qui est là pour rester. Donc, avoir de plus en plus de plantes. C'est pour ça qu'on en a donné, nous autres, aux employés. Hiérarchie aplanie, fini les bureaux fermés pour la direction. On le voit beaucoup. Il y en a qui sont un peu choqués par ça, mais ça se fait de plus en plus. Réduction des pieds carrés, jusqu'à 2 fois moins d'espace pour le même nombre d'employés. Donc, un ratio d'un poste pour 2 personnes. Le MTAA, milieu de travail axé sur les activités. Donc, juste au lieu d'avoir juste des cubicules, ben là, on va s'ajuster, on va avoir une salle de rencontre, une salle pour faire des appels téléphoniques. On s'assure vraiment que ça soit en lien avec les demandes des employés. Attention à la parcoprésie, qui est l'anxiété d'aller aux toilettes. Donc, il y en a beaucoup qui, ça a l'air bizarre, là, mais il y en a beaucoup qui mettent l'accent dans leur rénovation de bureau sur les salles de bain. Parce qu'il y en a qui ne vont pas au bureau. Je pense que c'est 32% des gens qui souffrent de parcoprésie, qui ne veulent pas aller aux toilettes, au bureau, fait qu'ils restent chez eux. Et l'importance et le pouvoir de la couleur. On avait rencontré une experte en couleur, là, qui est une collaboratrice aussi avec nous, qui disait, je vois des bureaux gris ou blancs continuer d'être conçus malgré que ces couleurs sont les pires pour la productivité des femmes au travail. Près de 10% des hommes sont daltoniens. Je n'entends jamais les designers se questionner sur l'optimisation des espaces de travail pour eux. Donc, ici, c'est de y penser. Tant qu'à peinturer, là, le mettre blanc, on fait peut-être ça chez nous, mais au travail, on peut aller chercher plus de performance juste avec les couleurs. Puis le dernier,
c'est la technique Smarter. En fait, la dernière tendance, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider dans votre poste RH ou autre. Donc, ça, c'est une technique que je vous invite à googler. C'est pour rédiger des bons prompts, donc des bonnes demandes à ChatGPT pour que ChatGPT soit capable de vous aider dans vos tâches quotidiennes, comme ce que je parlais tantôt, la rédaction de poste. Fait que ça, vous devriez l'utiliser de plus en plus. Donc, voilà. Je vais céder la parole à Charles, mais s'il y en a qui veulent là, me QRA sur LinkedIn ou qui veulent m'écrire si vous avez des questions plus en lien avec l'expérience employée puis le marketing RH, n'hésitez surtout pas. Donc, merci beaucoup. Je départage mon écran. En fait, je pense que c'est tout fait. Oui, c'est fait. je m'en occupe absolument. Et donc, merci en passant à tous pour votre attention. Ce n'est pas terminé. On a un dernier segment avec Charles. Je vous invite à rester. Et pour les questions, il y en a quelques-unes qui sont en attente de réponse. On va y répondre entre 12h55 et 13h. Donc, les outils pour vous aider dans votre recrutement maintenant. Donc, il y a beaucoup d'argent investi au niveau de la marque employeur. Maintenant, quand un candidat vient postuler chez vous, qui en est à ses premières interactions avec votre page carrière, ben, c'est important de lui offrir quelque chose d'intéressant. Et donc, je cède la parole à Charles. Merci Stéphane, puis merci beaucoup Gabriel. Pour vrai, c'était très intéressant, appris beaucoup de choses. Moi, je le dis toujours de même, le recrutement, l'accueil intégration, c'est un peu comme une première date. Les premières 30 secondes sont hyper importantes. Fait que le fait d'être mal outillé va faire qu'on risque de perdre certains candidats. Puis je vais même donner des petits exemples concrets. Donc, des outils, il en existe une panoplie. Je pense que la plupart d'entre vous le savent, que ce soit des outils de formation, d'éval de performance, pour chatter avec mes collègues. Il y en existe en tabarouette. Fait que, on n'a pas de raison non plus d'être mal équipé. Je donne toujours aussi l'exemple dans le domaine de la construction. Est-ce qu'on voit souvent des gens travailler avec pas de marteau, pas d'outils? Non. Bon, ben, c'est la même affaire pour les RH. Donc, justement, je serais curieux de savoir, là, dans les gens ici, est-ce que vous utilisez présentement un système de gestion de candidature? Oui, j'ai lancé la question. Donc, les votes s'accumulent rapidement. C'est intéressant à voir. On voit là présentement qu'il y a à peu près 60% qui n'en utilisent pas, 40% qui en utilisent. Donc, la tendance là, semble se confirmer. Fait que 60-40 pour le non. OK, non, génial. Fait que merci Stéphane pour ça. Fait que, justement, ben, on va parler du volet recrutement parce que du jour au lendemain, vous ramassez avec 500 candidats qui veulent rentrer chez vous, ben, il faut bien les traiter, justement. Fait que ce genre d'outil-là, on va pouvoir regarder rapidement un petit peu d'enfance dans le concret, en fait, à quoi ça peut servir, justement, un ATS. Mais les grandes lignes, en fait, ce qu'on veut standardiser nos processus. Du jour au lendemain, on recherche un poste X. Il faut qu'on ait un plan de match d'établi. Sinon, ben, après ça devient pas mal plus difficile de se retrouver dans les étapes d'entrevue. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Est-ce qu'on a oublié de faire une étape, justement? Garder l'information des candidats organisée. Sûrement, la plupart d'entre vous avez déjà fait des entrevues, on s'entend, mais il n'y a rien de plus fâchant que d'expliquer au premier recruteur qu'est-ce qu'on a fait, c'est quoi notre expérience, et que là, qu'on parle à une deuxième personne par la suite, qu'on doit se répéter au grand complet parce que justement, ils n'ont pas pris de notes, ils n'ont pas de traces de ce qui a été fait. Améliorer la communication entre les équipes de recrutement et les candidats. Même principe, le fait d'avoir des étapes en place, des outils en place. On le voit beaucoup dans certains systèmes justement de recrutement. Le fait de pouvoir nous-mêmes se booker une rencontre avec le recruteur en fonction de nos disponibilités, ça devient pas mal plus simple que d'essayer de s'appeler en cachette quand on est au bureau. Puis on essaie de se trouver des disponibilités avec le recruteur pour justement faire notre possible entrevue. Ensuite, ça, trouver des candidats qualifiés. Si vous n'avez pas des bons offres d'emploi qui sont clairs et précis, par le fait même, Charles qui n'est pas qualifié du tout, va vouloir postuler. Ça a l'air intéressant, sauf que là, les deux personnes se trouvent à perdre un petit peu leur temps. Sinon, bien sûr, automatiser les tâches administratives. On dit souvent, justement, toutes les tâches d'envoyer les offres d'emploi sur Indeed, sur Jobico, ça prend du temps. C'est du temps qu'on pourrait prendre justement pour relancer certains candidats, leur dire pourquoi ils n'ont pas été pris,
Ça, c'est le genre de choses qui vont faire la différence pour votre marque employeur. Fait que Stéphane, est-ce que tu me Oui, permettrais de absolument. partager l'écran? Je te cède les droits. Puis pendant ce temps-là, je fais un parallèle avec la statistique de Gabriel tout à l'heure, que les candidats s'attendent à avoir une réponse dans la première semaine suivant l'envoi du CV. Et on sait, justement, du côté de Fox, on a ouvert un poste dernièrement. On a 250 candidatures qui sont rentrées assez rapidement. Je pense qu'on a une belle marque employeur. Ben, sur les 250, évidemment, il y a des très bons candidats, il y en a des moins bons, mais on se doit d'envoyer des réponses rapidement. Fait que ça devient aidant, là, un système ATS, effectivement. Exact. Merci, Stéphane. Ben, je t'attends qu'à parler de ça, on va directement y aller dans le volet candidat. Tu sais, le fait d'avoir justement une banque de candidats qu'on peut se retrouver chercher en fonction de différentes dates, en fonction de différents types d'emplois, ben, ça devient pas mal plus simple de se retrouver que de monter ça dans un Excel ou tout simplement dans nos courriels. Fait que si on revient à cette fameuse statistique-là, j'ai ouvert un poste d'agent de support, puis j'aimerais ça voir, tu sais, dernièrement, c'est qui a postulé. Mais comme vous pouvez voir, je sélectionne mon titre d'emploi. Je fais une recherche en fonction des mises à jour et je suis capable de voir, voici les 3 personnes qui ont postulé dernièrement avec la dernière date de mise à jour de profil. Et en littéralement quelques secondes, mais je suis capable d'aller chercher cette information-là. Puis ce qui est le fun, c'est que je peux les relancer aussi d'une manière personnalisée. Donc, au lieu de prendre le temps d'envoyer un courriel manuellement à chacune des personnes, quand on a 70 candidats, on peut l'oublier ou ça peut être extrêmement long, mais c'est qu'on peut avoir un certain, justement, type de gabarit personnalisé. Fait que ces 3 personnes-là, j'aimerais ça leur envoyer un petit courriel. Ça va nous permettre de nous créer des gabarits. Donc, je pourrais l'appeler invité à appliquer. Fait qu'on a justement plusieurs automatismes du genre le nom du candidat se met automatiquement, le nom du dernier poste pour lequel il avait appliqué aussi, et le nom de votre compagnie, bien sûr. Donc, justement, bien, ça vous permet de dire, OK, j'ai vu que tu avais postulé, je te contacte sous peu, mais hey, merci d'avoir appliqué, justement. Et ce qui est le fun, c'est que pour vous, ça vous prend 30 secondes à faire ce courriel-là et de l'envoyer à 100, 200 personnes d'un coup. Mais justement, pour le candidat de l'autre côté, bien, ça devient plus intéressant d'avoir justement un avis de réception. Si on revient un petit peu plus tôt, justement, à ce que Gabriel disait au niveau des offres d'emploi, d'utiliser ChatGPT, c'est génial, mais après ça, il faut qu'on aille les mettre à certains endroits aussi pour avoir le plus de visibilité. C'est le genre de choses qu'on va pouvoir faire. On sort d'un meeting, là, nous 3 aujourd'hui, puis on se rend compte qu'on a besoin d'un agent de support. Encore une fois, on va pouvoir justement magasiner l'information ici pour après ça, envoyer ça directement sur votre site web, sur Jobico, sur Indeed. Fait que de cette manière-là, on s'assure que c'est la même information partout, mais bien sûr d'avoir le plus de visibilité. Puis peut-être en 30 secondes, là, quand on parlait justement de standardisation des processus, de savoir qu'est-ce qui a été fait, où est-ce qu'on est rendu, mais bien sûr d'avoir des étapes claires et précises sur voici ce qu'on va faire en termes d'étapes d'entrevue pour ce poste-là. Voici les questions qu'on va poser aussi lors de cette entrevue-là. Je parlais aussi de communication, donc de pouvoir mettre des dates, envoyer justement des invitations directement aux candidats. Je venais avec une petite dernière anecdote, là, quand je suis sorti de l'école, j'hésitais entre Fox et un autre emploi. Puis j'avais le directeur des ventes qui avait dit, bon, regarde, Charles, on se rencontre telle heure pour ton entrevue. Là, je suis rentré dans le Zoom, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Le directeur des ventes ne s'est jamais pointé. Fait que moi, je me suis dit, bon, ben, regarde, il ne voulait pas me rencontrer, tout simplement. Il me réécrit après, hey, excuse, j'avais oublié. On s'entend, là, c'est inacceptable de faire ça. Fait que je me suis dit, il n'y avait probablement pas d'outils. C'est le genre de choses qu'on va vouloir justement éviter à cause du bouche-à-oreille, bien sûr, mais surtout pour garder une belle visibilité de l'organisation. Je te repasse là, la parole, Stéphane. Parfait. Ben, super exemple en passant, hein. Le respect en entrevue, c'est des deux côtés, de l'employeur et du candidat. Il nous reste quelques questions. On va en profiter. Donc, je profite pour placer 2 petits messages avant qu'on se quitte. On a publié dans le chat le lien vers le prochain webinaire. Donc, je vais le recopier d'ailleurs à l'instant. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à un webinaire sur la reconnaissance. Euh, donc, je vous envoie ça à l'instant. J'ai mis le lien également avec Charles. Donc, si vous souhaitez discuter avec Charles, prendre un 15 minutes, discuter de l'ATS ou encore du SIRH,
n'hésitez pas à le faire, ça va nous faire grandement plaisir. Donc, dans les questions restantes, il y en avait une qui était fort intéressante, qui était, vous pensez quoi des certifications employeurs? Exemple, employeur remarquable, Great Place to Work. Gabriel, as-tu une opinion sur ça? Ben, en fait, tu sais, sur les amateurs de bière, là, des fois, on boit une bière, là, puis on dit, il me semble que c'est pas terrible. Puis finalement, on regarde, puis on voit qu'elle a remporté la médaille d'argent au Grand Prix de je sais pas trop où. Puis là, on se dit, bon, OK, ça vaut ce que ça vaut, des fois, les concours. Les concours employeurs, je pense que c'est intéressant, honnêtement, là, mais c'est beaucoup de temps, premièrement, mais ça peut valoir son pesant d'or parce que d'un, ça nous permet de faire la liste d'épicerie. Quand on répond à ces concours-là, il faut répondre à des questions sur est-ce qu'on est un bon employeur. Fait que ça nous permet de s'auto-réguler, de dire, ouais, ça, on fait pas ça, ça. Fait que ça, c'est juste par l'exercice, qu'on soit nommé ou pas, est intéressant. Mais oui, tu sais, je pense que c'est rare qu'on va avoir un employeur effroyable qui va être dans ces concours-là. Donc, je dirais que si vous avez le temps de le faire, oui, mais c'est beaucoup de temps quand même. Puis parfois, c'est de l'argent aussi. OK, intéressant. Puis puis là, c'est un gros débat d'ouvrir ça, mais dans certains cas, y a-t-il des certifications biaisées également? Tu sais, c'est à Mais voir. il va en avoir parfois que, tu sais, c'est ça, en fonction de la taille de ton organisation, de l'argent aussi que tu vas mettre pour participer, c'est sûr que ça va t'avantager, c'est clair. Ouais. Parfait. Sinon, bon, on avait aussi, le concept de proposition de valeur versus marque employeur. Puis je m'explique, proposition de valeur, ça présente la culture, les valeurs et les employés participent à l'élaboration de la proposition de valeur. Est-ce qu'il y a une nuance à faire importante entre les deux? Vraiment. Ouais, c'est une super bonne question. Marque employeur, là, c'est le mot là, entre vous et nous, là. Parce que pour vos employés, là, ça ne veut pas dire grand-chose. Fait que, ouais, proposition de valeur, notre promesse employeur, ça peut être aussi un mot intéressant. L'expérience employée, dans le fond, c'est ça. C'est juste que la marque employeur, c'est que ça touche aussi la marque qu'on a, dans le fond, notre identité à l'externe. Mais ça reste effectivement une promesse employeur qu'on fait aux candidats, là. Si tu viens travailler ici, voici c'est quoi nos valeurs. Mais c'est une très bonne distinction à faire parce que faites le tour du Québec, là, demandez aux 5 millions de travailleurs avez-vous une bonne marque employeur ou c'est quoi une marque employeur? Il y en a beaucoup qui n'auront aucune idée de ce qu'on va parler. Mais si on leur dit avez-vous des bonnes valeurs? Avez-vous une belle expérience employée? Là, ils vont être capables de répondre. Donc, ouais, super bonne distinction. Excellent. Donc, il est déjà 13 heures, fait qu'on va vous laisser. Merci à tous pour votre temps. Vous allez recevoir une copie de l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui, les différents liens, le lien de Charles, le code QR de Gabriel et le lien pour le prochain webinaire sur la reconnaissance avec le président d'Applause. Donc, ça va être fort intéressant le 20 juin prochain. Et merci pour votre temps. Puis, je vous invite à participer au sondage pour nous laisser savoir ce que vous avez apprécié. Donc, bonne journée à tous. Merci Merci. beaucoup. Merci.